Les podcasts du Figaro. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Mon général, le message, la deuxième partie. Les sanglots longs des violons de l'automne. Nous pouvons encore les repousser en 3 jours. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Le général de Gaulle salue Paris et le remercie. Paris outragé, Paris brisé, mais Paris vivant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sagas du Figaro Histoire consacré au débarquement. Je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors-série. À l'occasion des 80 ans du débarquement des troupes alliées en Normandie, nous nous attardons sur 10 moments clés qui ont rythmé le succès de cette opération militaire historique. Dans ce premier épisode, nous suivrons le maréchal allemand Erwin Rommel lors de la journée décisive du 4 juin 1944. Enfin, nous accompagnerons sous une pluie de bombes les parachutistes, soldats et aviateurs au petit matin du 6 juin. « 4 juin. Veillée d'armes. Le temps est mauvais. Dimanche 4 juin, 7h du matin. Une voiture allemande s'éloigne de la Roche-Guyon. À son bord, Erwin Rommel, le plus jeune des maréchaux allemands. Aujourd'hui, il est responsable en Normandie du groupe d'armée B, qui a pour mission de tenir la côte entre la Loire et la Belgique. Rommel part pour l'Allemagne. Un voyage qui, effectué en avion, serait infiniment plus rapide, mais la supériorité aérienne alliée est telle qu'Hitler a interdit à nombre de ses généraux de voyager autrement qu'en voiture. C'est un voyage privé. Rommel, fatigué, veut prendre quelques jours de repos auprès de sa femme, Lucie Marie, à laquelle il apporte en cadeau d'anniversaire une paire de chaussures en antilope grise. Il s'est levé à 5 heures. À 6 heures, il a pris connaissance du rapport présenté par le capitaine Helmut Lang. Les bombardements alliés ont été aussi fréquents que d'habitude, mais aucune activité particulière n'a été observée en mer. Le temps d'ailleurs est mauvais et le vent a soufflé en bourrasque. Le temps est mauvais. Il faut garder ces mots en mémoire. Ils expliquent sinon tout, du moins beaucoup. C'est parce que le temps est mauvais que Rommel quitte son quartier général. C'est parce que le temps est mauvais qu'un exercice militaire, un Kriegspiel, a été organisé à Rennes, impliquant les généraux qui commandent les secteurs de défense de Normandie. Le but de la grande manœuvre qui doit débuter le mardi 6 juin ? La riposte allemande à un débarquement allié précédé par un important lâcher de parachutistes. Depuis son quartier général du Mans, le général Max Pemsel, chef d'état-major de la 7e armée, l'armée de Normandie, a lancé un message en priant les généraux et officiers supérieurs participant au Kriegspiel de ne pas se mettre en route avant l'aube du 6 juin. Mais le message ne joindra pas les destinataires. Et le 6 juin, les généraux commandant les 243e, 709e divisions et la 9e aéroportée ne seront pas à leur poste. Ce 4 juin, le temps est également mauvais de l'autre côté de la Manche. Ce mauvais temps rassure Rommel. Il écrit dans son dernier rapport hebdomadaire « Malgré le très haut degré de préparation des Alliés, cela n'indiquait pas que le débarquement soit imminent. » La situation irrite et inquiète le général Dwight Eisenhower, chef suprême des forces alliées. Le mauvais temps l'a obligé à renoncer au débarquement initialement prévu pour le 5. Or, en juin, il ne reste plus que 2 jours possibles, le 6 et le 7. L'opération doit mettre en œuvre 3 millions de soldats, 12 000 avions et 7 000 navires. Son succès dépend en effet non seulement d'une météo favorable, mais aussi de 2 conditions peu connues. Une marée basse permettant aux Alliés de découvrir les milliers de pièges mortels dont Rommel a truffé les plages, et un lever de lune tardif afin que les 18 000 parachutistes alliés soient protégés par l'obscurité. Terrible solitude que celle du chef au moment de la décision. Dimanche 4 juin, 21h30. Eisenhower arrive dans la salle où se tiennent les principaux responsables de la coalition.
Comme lui, ils attendent le verdict de leur météorologiste, commandé par le colonel James Tagg de la Royal Air Force. Ces météorologistes ne sont ni plus ni moins compétents que leurs homologues allemands, mais ils ont sur eux un avantage immense, la possibilité de connaître l'évolution du temps à des milliers de kilomètres de l'Angleterre. Cet avantage, dans le domaine des prévisions, permet à Stagg d'affirmer qu'il existe 2 créneaux de relatif beau temps, le 6 et le 7 juin. Après avoir pris l'avis de tous les généraux présents, Eisenhower, la tête inclinée, les mains croisées sur la table, reste un long moment assis sur sa chaise. 2 ou 3 minutes d'un silence total. Il dit « Je suis persuadé que nous devons donner l'ordre. Je n'aime pas ça, mais voilà, il me semble que nous n'avons pas le choix. » Le débarquement aura lieu le mardi 6 juin 1944. Par centaines, des messages vont partir alors à l'intention des résistants français. « 5 juin. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. » Le lieutenant-colonel Meyer, chef du contre-espionnage de la 16e armée allemande, a fait irruption dans la salle à manger du général Hans von Salmuth. Mon général, le message, la deuxième partie. Il est 21h15, le 5 juin. Les hommes du lieutenant-colonel Meyer, des spécialistes des écoutes, viennent d'intercepter 6 mots qui deviendront pour l'histoire le message Verlaine. 6 mots annonçant au chef de la résistance l'imminence du débarquement. 6 mots extraits de l'un des premiers poèmes écrits vers 1860 par Verlaine. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Depuis des jours, le lieutenant-colonel Meyer guettait ces 6 mots. Le 1er juin, peu après 21h, ces hommes avaient, comme d'habitude, enregistré le bulletin d'information en français de la BBC. Il comportait son lot de messages personnels. Parmi eux, les 3 premiers vers du poème de Verlaine. Pour Meyer, c'était le début du commencement. L'amiral Canaris, grand maître de l'espionnage et du contre-espionnage allemand, lui avait annoncé que les Alliés alerteraient les chefs de la résistance par la diffusion d'un poème de Verlaine. Voilà qui était fait. Les 3 premiers vers avaient été diffusés le 1er juin, répétés le 2 et le 3 par la BBC. Et le 5, entre les mains de Meyer, les 3 vers suivants annoncent le débarquement pour les heures à venir. Le général von Salmuth prend immédiatement au sérieux l'information apportée par Meyer. Il met en état d'alerte sa 15e armée et informe le quartier général de von Rundstedt, commandant en chef à l'ouest. De l'autre côté de la Manche, le 5 juin, sans prendre l'avis de Gaulle, le général Eisenhower décide de diffuser tous les messages en direction de tous les réseaux de résistance de toutes les régions françaises. Non seulement le message Verlaine, mais tous ceux concernant le plan vert, plan tortue, plan violet, qui commandent le sabotage des voies ferrées et des communications téléphoniques. Pour quelle raison Eisenhower a-t-il décidé de lancer dans l'action, et souvent dans le drame, des résistants très éloignés de la Normandie ? Pour comprendre, il faut se souvenir du mot de Churchill. En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle doit toujours être protégée par un rempart de mensonges. La diffusion de tous les messages personnels dans la nuit du 5 juin fait partie de cette stratégie de mensonge pour tromper les Allemands sur le lieu du véritable débarquement. Pour créer partout, à destination de la Wehrmacht, un insupportable climat d'hostilité puis d'insécurité. Pour empêcher aussi, par la rupture des communications, l'arrivée des renforts sur le front. C'est capital. 2 exemples entre 1000. Le 6 juin, la 257e division d'infanterie se trouvait à Redon, à moins de 250 km du front. Elle n'y arriva que le 11 à pied. Quant à la 276e division, elle mettra 22 jours pour couvrir les 650 km qui séparent Bayonne de Caen. Par le message Verlaine, les chefs de la résistance ont appris l'imminence du débarquement, grâce à des messages aussi sibyllins pour les non-initiés que « Les sirènes ont les cheveux décolorés. Mathurin aime les épinards. Les dés sont sur le tapis. » les hommes et les femmes des réseaux passeront à l'action le jour J,
tandis que d'autres résistants gagneront des maquis dont les effectifs quintupleront en 48 heures. Mais aussi invraisemblable que cela paraisse, si le quartier général de von Rundstedt a correctement décrypté le message Verlaine, la 7e armée, celle qui tient les plages de Normandie et l'arrière-pays, n'est pas alertée. C'est donc en direction de soldats allemands pour lesquels le 6 juin doit être un jour comme les autres que décollent des centaines d'avions et de planeurs. Ils sont chargés de milliers d'hommes qui, tombant du ciel ou surgissant de leurs planeurs, saisiront les défenseurs du mur de l'Atlantique dans l'engourdissement de ce demi-sommeil qui précède l'aube. 6 juin, minuit 16, la nuit la plus longue. Les parachutistes du 505e régiment de la 82e division sautent sur Sainte-Mère-Église. Des planeurs atterrissent près du pont de Bénouville. Le jour J débute. Avec seulement 12 Américains hors de combat, selon le journaliste Cornelius Ryan, ce ne fut pas la bataille la plus sanglante du jour le plus long. Mais c'est le combat qui fut le plus rapidement médiatisé. Sainte-Mère-Église, un nom qui fleure bon la France traditionnelle. Et pour fixer à jamais l'histoire dans les mémoires, la photo du clocher, avec son long parachute blanc, aux suspentes desquels pend un mannequin. Aujourd'hui, un mannequin. Mais le 6 juin 1944, c'est le soldat John Steele, parachuté avec ses camarades de la 82e division, qui se trouve au bout des suspentes. Il y restera 2 heures au moins, faisant le mort, alors que les balles fusent de partout, jusqu'à l'instant où il sera tout à la fois délivré et capturé par les Allemands, qui rapidement perdront le contrôle de la petite ville. Pour empêcher l'arrivée des renforts allemands, les parachutistes alliés devaient s'emparer des ponts de l'Orne, sur le canal de Caen et sur la Dive. Occuper et interdire les 4 routes conduisant de l'intérieur des terres à la plage Utah, et neutraliser les 4 canons de la batterie de Merville. Sur le papier, comme toujours à la guerre, tout était parfait. Comme toujours à la guerre, il en ira différemment sur le terrain. Il est minuit 16, le 6 juin, lorsque le capitaine Lilliman de la 101e division aéroportée US touche terre près de Saint-Germain-de-Varville, dans le Cotentin. Il est le premier Américain. 360 officiers sont chargés de baliser les aires d'atterrissage pour les planeurs et les lieux de rassemblement pour les parachutistes. Malgré tous leurs efforts, on estime que les 2 tiers des hommes largués par 882 appareils furent dans l'impossibilité de remplir à temps leur mission. Eisenhower avait souhaité le concours d'une nuit noire. Vœu exaucé. Les paras et commandos qui n'ont pas été atteints par les projectiles de la Flak, l'artillerie anti-aérienne allemande, qui ne luttent pas contre l'asphyxie dans le piège des terres inondées, qui n'ont pas péri dans leurs planeurs fracassés, tentent de se regrouper. Pour les aider, une petite crécelle métallique imitant le coassement de la grenouille. Si un « répondent 2 », un copain se trouve dans le fossé ou dans les fourrés. Les 60 éclaireurs anglais chargés de baliser les zones d'atterrissage des 355 planeurs et les parachutistes de la 6e division aéroportée britannique ont sans doute été largués 5 minutes ou 1 minute avant les éclaireurs américains. Quelle importance! Pour les Anglais parachutés plus tard ou surgis des débris des planeurs, les difficultés pour se repérer et se regrouper dans la nuit noire ont été les mêmes que pour les paras américains. Pour eux, pas de crécelle, pas de... Mais 1 heure après le premier débarquement à Sword Beach, le son des trompes de chasse et de la cornemuse de Bill Mellin, le cornemuseux de Lord Lovat, patron des commandos britanniques. La grande histoire ne peut se passer de quelques images fortes, dramatiques ou pittoresques. Pour les Américains, Sainte-Mère-Église et le soldat John Steele, accroché au clocher. Pour les Anglais, le cornemuseux Bill Mellin, en marche en compagnie de Lord Lovat vers ce pont de Bénouville qui deviendra Pegasus Bridge, du nom de l'emblème, un cheval ailé, des aéroportés du Major Howard qui s'en était emparé dans la nuit. Le combat contre des Allemands mal réveillés n'avait duré qu'1 quart d'heure. Mais la victoire était capitale. En prenant le pont de Bénouville sur le canal de Caen et sur l'Orne, les commandos britanniques interdisaient le passage aux renforts allemands et protégeaient tout le flanc gauche de la force d'invasion. Malgré tout ce qui ne s'était pas déroulé comme prévu, l'essentiel voulu par Eisenhower était acquis. Un trouble intense régnait chez les Allemands. Sur leurs lignes de communication, sur leurs arrières, ils devaient lutter contre d'inattendus et farouches envahisseurs tombés du ciel, cependant qu'approchait la plus redoutable et la plus nombreuse flotte qu'ait jamais porté la mer.
Merci d'avoir écouté ce volet des sagas du Figaro Histoire consacré au débarquement. Dans le prochain épisode, nous nous rendrons sur la plage d'Omaha où les soldats alliés hurlent déjà de douleur à 6h30 du matin, le 6 juin 1944. Nous assisterons ensuite au réveil d'Hitler et enfin nous serons de retour en Normandie, à Caen, où les troupes alliées poursuivent leur avancée. Cet épisode a été adapté d'après un texte d'Henri Amouroux pour le Figaro hors-série. Il a été réalisé par Astrid Landon, avec les voix du comédien Simon Volodine, de Luc-Antoine Lenoir et de Louis Chabin. À la production, Aude Cérès et Salomé Boulet. Prise de son, Louis Chabin. Le Figaro hors-série Le jour le plus long est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite.